Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, la nouvelle feuille de route stratégique pour le tourisme. Le chef de l'exécutif a présidé vendredi 17 mars la cérémonie de signature de la convention cadre pour le déploiement de cette tant attendue feuille de route. En plus du tourisme, tutelle et confédération, les signataires sont les ministres de l'Intérieur, celui des Finances et encore celui du transport et de la logistique. Les chiffres phares à terme, soit d'ici 2026, ce budget inédit d'abord, 6,1 milliards de dirhams, avec un objectif très ambitieux de porter le nombre de touristes visitant le royaume à 17,5 millions de touristes. 200 000 nouveaux emplois ciblés, dont 80 000 directs et 120 milliards de dollars de recettes que l'on attend donc de cette feuille de route stratégique. Jamais le secteur n'aura bénéficié d'une aussi grosse enveloppe budgétaire. Alors plus que jamais, une gestion et surtout une gouvernance efficiente sont la clé de voûte de la réussite des ambitions annoncées. Dans ce sens, la tutelle a annoncé la création d'une commission nationale interministérielle du tourisme présidée par le chef du gouvernement, en plus de 2 autres commissions aériennes et produits, aussi 12 commissions régionales chapeautées par les walis des différentes régions du royaume. Il reste la question de synchronisation des violons, de synergie, des efforts ou d'implication de toutes les parties prenantes. L'enjeu est d'autant plus fondamental, placer la destination au Maroc parmi les plus grandes mondialement. Et pour le débat de ce soir, pour représenter tout d'abord les professionnels du secteur à travers la Confédération nationale du tourisme, avec nous ce soir sa secrétaire générale. Bonsoir Wissal Gharbaoui, bienvenue encore une fois. Bonsoir, sur ce plateau. Président. Merci. Et pour représenter les transporteurs touristiques, le vice-secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique, Samir Kizi, bonsoir. Bonsoir Khadija. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Merci beaucoup. Nous avons contacté 2 hôteliers majeurs pour assister à l'émission, pour parler de leurs ambitions, pour défendre leurs positions, mais aussi partager avec nous, n'est-ce pas, leur feedback par rapport à cette feuille de route. Mais en vain, ils n'ont pas donné suite à nos appels. Donc, nous allons faire ça. Mais bon, nous avons avec nous la représentante des professionnels du secteur, à travers donc Madame Wissal Gharbaoui. Alors, le président de la CNT, Habib Ben Taher, donc signataire, n'est-ce pas, a exprimé sa satisfaction après donc la signature de cette convention cadre. Wissal Gharbaoui, quelles sont les raisons derrière ce satisfecit ? Alors d'abord, la première raison, c'est que la Confédération est signataire de cette même convention. Ensuite, ça a été dit, vous l'avez dit en introduction, le budget, l'enveloppe budgétaire allouée au secteur de manière spécifique de 6,1 milliards de dirhams sur 4 ans, soit à environ 1,5 milliard par an. C'est en effet un budget historique dont bénéficiera cette industrie pour pouvoir assurer justement le déploiement d'une feuille de route ambitieuse avec les chiffres que vous avez annoncés, 17 millions et demi à horizon 2026 et puis un peu plus à horizon 2030. Ce satisfecit, il est également le résultat d'une véritable feuille de route co-construite puisque les axes principaux et l'orientation globale, l'ADN, j'ai envie de dire, de cette feuille de route émanent des propositions faites par le secteur du tourisme, par l'ensemble des professionnels qui ont travaillé pendant pratiquement toute une année avec la tutelle pour construire justement cette vision et pour construire également son chemin d'opérationnalisation et les moyens qui doivent y être alloués. Donc nous nous réjouissons en effet de l'existence de cette feuille de route aujourd'hui qui avait été annoncée il y a déjà quelques mois et il fallait en effet boucler la boucle avec l'annonce de l'enveloppe budgétaire et des moyens qui vont être déployés. Il y a d'autres thématiques à l'intérieur de cette feuille de route, donc nous avons plein de raisons de nous réjouir à ce stade. Alors, vous avez parlé d'un budget historique, 1,5 milliard par an. C'est du jamais vu pour le département touristique ? Alors, en effet, parce que historiquement, le département du tourisme bénéficie d'une enveloppe budgétaire d'un peu moins 1 milliard de dirhams, entre 700 et 800 millions de dirhams annuellement. 1,5 milliard, c'est en effet un saut qualitatif et quantitatif important. Pourquoi vous dites qualitatif ?
Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le détail de la feuille de route, c'est en effet des budgets qui vont être alloués à des axes extrêmement précis. Dans cette feuille de route, ce sont des axes qui vont servir à la fois la production, c'est-à-dire le volume d'activité et la dynamique économique de ce secteur, mais qui vont aussi servir l'expérience client pour pouvoir justement pérenniser ces efforts-là. Et c'est en ça que cette vision-là, elle est aussi bien quantitative que qualitative. C'est extrêmement important qu'on le garde en tête, notamment pour la suite et le déploiement de cette feuille de route. Avant de parler du déploiement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur la budgétisation de ces différents axes ? On parle d'1,5 milliard par an. Qui prendra quoi ou qui va profiter de quoi? Alors justement, la répartition budgétaire de cette enveloppe, on sait qu'elle est de 6,1 milliards sur 4 ans. Maintenant, la répartition annuelle par thématique, elle doit être travaillée justement dans le cadre des commissions qui vont être construites là dans les jours qui viennent, qui vont être des commissions mixtes entre évidemment la participation des professionnels, mais aussi des différents représentants des départements et des institutions concernées. La priorité sera accordée, bien entendu, à 2 sujets majeurs. Il y a une commission spécifique pour cela, c'est la desserte aérienne et la connectivité des destinations marocaines. C'est un élément clé pour pouvoir accélérer le processus et la dynamique touristique dans notre pays. Il y a également le sujet du produit et cela aussi devra faire l'objet d'un travail minutieux avec des experts professionnels qui vont être impliqués dans ces commissions thématiques. Et c'est à cette occasion-là que la répartition budgétaire sera évidemment détaillée. Est-ce qu'on en sait plus un peu sur, puisqu'on parle de budgétisation et de répartition des budgets, ce budget de 2 milliards de dirhams qui ont été déboursés pour l'aide hôtelière suite à la Covid-19 ? Oui. Déjà, cette subvention a été plafonnée à 10 millions de dirhams par hôtelier ? Oui, il y a des critères de répartition qui ont été identifiés entre le département du tourisme et la Fédération nationale de l'industrie hôtelière pour que, en effet, on se rappelle juste le contexte, c'était en 2022, c'était le contexte de la reprise. Les hôtels avaient été fermés, on le sait, c'est des structures extrêmement budgétivores, c'est des structures très capitalistiques. Elles avaient été fermées pendant pratiquement les 2 années de la pandémie et il a fallu relancer cette machine. Pour la relancer, il faut mettre des moyens. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, notamment sur ce plateau. Pour remettre la machine en route, il faut remettre de l'huile dans les moteurs. De l'huile, ça coûte de l'argent, surtout par les temps qui courent. Et il a fallu débloquer ces budgets-là. Il y a eu une clé de répartition, il y a eu des commissions de sélection, de traitement de ces sujets. C'est un peu moins de 900 établissements, me semble-t-il, qui ont pu bénéficier 900 établissements de cette aide ou de cette subvention budgétaire de l'État. Donc, c'est 2 milliards qui ont été débloqués dans le cadre de la relance immédiate. Maintenant, c'est un budget de 6,1 milliards qui va être déployé un peu sur des choses un petit peu plus structurelles. Là, c'était conjoncturel. Dont les échéances bancaires des établissements en difficulté. Parce qu'il y a eu, dans le cadre de l'annonce de ces 2 milliards, l'établissement d'un moratoire relatif aux échéances bancaires sur une durée pouvant aller jusqu'à 1 an pour les hôteliers et les transporteurs touristiques. Je viendrai parler de... Malheureusement, nous n'avons pas d'hôtelier, mais de manière générale, cela a servi aussi pour éponger une partie des dettes. Le moratoire, ça a été une reconfiguration de la dette, surtout pour l'établissement qui était le plus lourdement endetté, parce que forcément, 2 années d'arrêt d'activité, c'est 2 années de trésorerie qui est asséchée, avec une obligation de maintenir ses frais de fonctionnement, ses charges sociales, ses charges fiscales. Donc, il y a eu des reports, donc il y a eu un moratoire aussi bien fiscal que social, que bancaire. Ce sont des choses qui ont été rediscutées, un rééchelonnement de la dette. Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas, on va probablement en parler tout à l'heure, mais il y a une rubrique dans la feuille de route qui va s'intéresser et s'occuper de la mise à niveau du parc hôtelier, mais aussi, ça a été notre vœu depuis le départ, pour la première fois, on va s'occuper également, cette feuille de route va s'occuper également des actifs, ce qu'on peut appeler communément des actifs toxiques, c'est-à-dire ce sont des actifs qui ne sont plus commercialisables en l'état, mais qui ne peuvent plus bénéficier d'un endettement pour plein de raisons. Et donc ça, c'est un vrai sujet qu'il va falloir traiter de manière spécifique et quasi chirurgicale pour pouvoir alimenter la capacité hôtelière avec des produits qui sont à la hauteur de nos ambitions. Autre sujet un peu tout aussi important même, qui est relatif aussi à cela, c'est ce rapport de la Cour des comptes qui appelle à poursuivre les efforts pour le déploiement des mesures du contrat programme 2020-2022. Alors, avant de parler de cette feuille de route qui est née en 2022, on en est où sur le déploiement des mesures du contrat programme 2020-2022 ?
Alors le contrat-programme, une bonne partie a été déployée, notamment sur le plan fiscal, où il y a eu des reports, etc. Il y a eu effectivement un certain nombre de sujets qui ont beaucoup tardé, et je parle en particulier du sujet du rééchelonnement de la dette bancaire. Nous le savons tous, hein, les établissements bancaires relèvent également de la sphère du secteur privé. Donc ce sont des négociations qui ont été menées avec le GPBM et les opérateurs touristiques. Il y a eu des efforts qui ont été faits, pas suffisamment certainement, mais aujourd'hui, ce que nous réclamions depuis le départ, c'est une relance de l'activité touristique. Tous les opérateurs souhaitaient davantage relancer leurs activités que bénéficier de subventions et rester à l'arrêt. Donc ça a été un premier défi, et nous nous réjouissons aujourd'hui que la machine ait pu redémarrer de manière assez importante, et qu'aujourd'hui, les chiffres qui sont enregistrés sont extrêmement rassurants, en particulier pour la suite qui va nous intéresser à partir de 2023. Quand on parle des chiffres, c'est les près de 11 millions de touristes ayant visité le Maroc en 2022. Oui. Donc on a dépassé de loin les 12 millions 9. On est prêt. Bon. J'ai un excédent d'optimisme. On est un peu moins que 2019. Mais je sais pourquoi vous dites on a dépassé. Parce que nous avons en réalité dépassé la moyenne mondiale de reprise de plus de 20 points. Absolument. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pendant que le monde part un peu au ralenti, la destination Maroc, elle accélère 20 points plus que la moyenne mondiale. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, certainement. Alors, Samir Kizi, nous sommes aujourd'hui face à une feuille de route stratégique avec un budget très important. D'abord, avant de parler de votre réaction suite à l'annonce de cette nouvelle vision stratégique pour le tourisme, on peut l'appeler ainsi, hein, quel est le bilan aujourd'hui des transporteurs touristiques? Parce que c'est l'un des secteurs, plus que les hôteliers, qui a subi le plus l'impact de la pandémie. Donc pour l'instant, le transport touristique il reprend après une grande crise du Covid-19. Donc on sort des problèmes avec les banques, les organismes de prêt. On retrouve devant nous l'augmentation du prix du carburant. Mais il y a une aide pour cela, pour les transporteurs. Il y a une aide, mais qui est relativement très faible. On va dire les choses comme ils sont. On peut dire les choses en chiffres aussi, si vous le permettez. Si on parle d'un bus pour une tranche, on a des chiffres qui sont très faibles. Je vais vous dire ça tout de suite. On a 2800 dirhams par tranche pour un grand bus. Par tranche, c'est par tranche débloqué par le gouvernement. Tout à fait. Ensuite, oui. Tout à fait. Quand on parle de la catégorie 2, on parle de 1400 dirhams. Quand on parle de la catégorie 3, on parle de 1000 dirhams par tranche. Donc, vous pouvez imaginer que cette aide du hausse du prix de carburant, elle reste quand même dérisoire par rapport aux frais qui ont augmenté. Cette aide nous aide à ne pas augmenter nos prix vis-à-vis du client. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas vous été fait. Vous l'assurez. Oui, tout à fait. Les prix sont restés. Et donc, on est content d'avoir cette aide, évidemment, mais ça reste quand même une aide qui n'est pas suffisante, malheureusement, pour le secteur. Alors, est-ce que le secteur aujourd'hui, vous pouvez en attester, a repris entièrement? C'est-à-dire que ce soit pour les touristes, oui, en termes d'activité. En termes d'activité, il y a une grande reprise. On peut parler de 70%, mais pas de 100%. Maintenant, on se retrouve avec des sociétés qui sont amputées de leur outil de travail. Il y a beaucoup de sociétés qui sont parties, il y a beaucoup de sociétés qui ont vendu leurs véhicules pour survivre. Il y a beaucoup de sociétés qui sont surendettées, comme on a dit. Donc, on a besoin d'être écouté profondément par les responsables, par les représentants du touriste. Donc, quand je parle de représentants, c'est la CNT aussi. On a besoin d'être... Ça tombe bien, là, avec nous. Tout à fait. Donc, la CNT, je parle de la Confédération, est représentée avec nous. Maintenant, la chose qui est positive après le Covid-19, parce qu'il y a eu une seule chose qui est positive, c'est que les portes du dialogue se sont ouvertes envers le secteur du transport touristique. Donc on est entendu maintenant par le ministère du Transport, on est entendu par le ministère du Tourisme, ce qui n'était pas le cas avant. Les banques ? Les banques, avec l'intervention du ministère du Tourisme, il y a eu un dialogue qui s'est ouvert, parce que c'est le ministère qui nous a pris sous sa tutelle après le problème du Covid-19, après la crise.
Maintenant, l'application sur le terrain, on n'a pas de suivi. On a un suivi, mais qui, excusez-moi le terme, qui est un peu anarchique, qui n'est pas vraiment efficace. Parce que c'est comme si on avait un train de vitesse. Il y a tout ce qui est écrit, tout ce qui est décidé, les contrats-programmes, mais l'application ne suit pas, malheureusement. L'application, elle est appliquée différemment d'une région à une autre, d'un organisme bancaire à un autre, pour un transporteur ou un autre. Donc, tout ça, on aimerait bien. C'est pour ça que nous, on a toujours demandé une commission avec la représentation de tous les ministères, dont le ministère de Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministre du Tourisme et le ministère du Transport. Donc, pour l'instant, on a les deux ministères qui sont les ministères de tutelle, mais on voudrait aussi être invité à la table du dialogue pour ces dialogues qui sont quadripartites, on va dire. Samer Kissi, quand vous dites qu'il y a un problème de surendettement, oui. C'est que la Covid-19 ou c'est un problème structurel au secteur? C'est une très bonne question. La Covid-19, elle a montré la fragilité de la structure. La Covid-19 nous a appris, et j'espère qu'on va apprendre de cette Covid-19, pour travailler sur le fond et pour travailler sur tout ce qui est formation, tout ce qui est suivi, tout ce qui est structurel dans le secteur du transport touristique. Parce que nous, en tant que fédération, notre objectif, c'est d'abord la pérennité de cette profession, mais aussi la qualité de service qu'on va présenter. Avec les ambitions gouvernementales actuelles et la vision de Sa Majesté le Roi, on est obligé de suivre ce train qui va à double vitesse. Maintenant, ce qu'on demande, c'est nous trouver des solutions en profondeur. Pas des petites aides de carburant qui sont données ponctuellement ou une aide pour le report de quelques mois pour les moratoires, parce que malheureusement, sur le contrat-programme initial, il y avait un moratoire sur toute la durée de Covid, mais on n'en a bénéficié que pendant une période, malheureusement. Donc, tout ça, on a besoin d'un vrai interlocuteur qui va écouter Là, les pour problèmes. le coup, vous en avez deux. Vous avez vous avez le ministère du Tourisme et le ministère du Transport. On est un arbre qui a les racines sur le ministère du Transport et les fruits ministère du Tourisme. Sans touristes, on ne peut pas travailler, et sans ministère du Transport, on n'a pas d'outils pour travailler. Donc, on a besoin des deux. Maintenant, parfois, ils se jettent la balle entre eux. Oui. C'est ça la particularité. Et on est là-bas. Non, c'est ça la particularité. Si vous me permettez, c'est ça la particularité de ce segment métier. Parce que le segment du transport touristique, en réalité, il a une tutelle réglementaire qui est l'administration des transports, parce que c'est l'administration des transports qui fixe votre cahier des charges et qui vous autorise. Il est co-signé par les deux. Il est complété par l'administration du tourisme pour des raisons de réglementation internationale et des considérations d'assurance notamment. Ensuite, le ministère du Tourisme, il est un peu une sorte de tutelle opérationnelle, on va dire. Mais la vraie tutelle, c'est celle des transports, parce que c'est au niveau de l'administration des transports que vous bénéficiez des agréments ou vous vous faites retirer les agréments. Il y a eu beaucoup de discussions concernant justement le rééchelonnement de la dette, mais il s'est avéré, et ça c'est un point important, la Khadija, cette question de l'endettement, elle a touché plusieurs segments d'activité, elle a été révélée pendant le Covid de manière extrêmement importante. Il y a eu des dettes bien antérieures et bien plus anciennes que la question du Covid. Le Covid a été un accélérateur, on en a parlé plein de fois. Maintenant, il a fallu trouver des solutions immédiates pour pouvoir stopper l'hémorragie du surendettement. On l'a dit 50 fois, il ne fallait pas régler le problème de la crise par de la dette. Ça a été un combat important qu'il fallait mener. C'est pour ça qu'il y a eu une première vision, une première feuille de route qui avait été signée pour pouvoir stopper déjà l'hémorragie et puis limiter la casse et les dégâts sur l'écosystème touristique. Il fallait aussi mettre en place un certain nombre de mesures pour pouvoir permettre une reprise au moment où ça allait être la reprise. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet de la crise, mais il y a eu énormément d'effets. Mais il y a eu aussi, et donc tout ceci est effectivement le résultat et le fruit d'actions qui sont conjoncturelle, parce que oui, il s'agit là du Covid-19. Mais là, tout à fait. Est-ce que cette feuille de route, elle s'attaque vraiment
à l'origine des problèmes qui minaient déjà les trésoreries des hôteliers, des transporteurs touristiques et j'en passe. Parce que, in fine, c'est cela. Beaucoup d'hôteliers se sont vraiment retrouvés à la limite du dépôt de bilan avec la Covid-19 parce qu'ils étaient déjà surendettés. D'abord, vous avez raison. Beaucoup, on le sait, l'industrie hôtelière, elle est extrêmement capitalistique. La charge de la dette dans les bilans des entreprises hôtelières est importante. La Covid n'a rien arrangé parce qu'il y a eu un arrêt sur image sur l'activité. Ça veut dire que la trésorerie n'était plus là pour pouvoir faire face à ces engagements bancaires. Si on parle que des engagements bancaires, sachant qu'il y en avait plein d'autres. Il y avait les fournisseurs à payer, les salaires, etc. Aujourd'hui, cette feuille de route, est-ce qu'elle règle des problèmes de la dette ? Elle ne règle pas directement les problèmes. Parce que la dette, elle est due à beaucoup de facteurs, dont celui de la gestion. Notamment. Voilà. Alors, est-ce que, toute entreprise. Moi j'ai envie de dire, de manière directe ou indirecte, oui, elle va régler des problèmes structurels parce que finalement, la dette, on peut y faire face lorsque nous avons une trésorerie qui le permet et donc une activité qui doit le permettre. Cette feuille de route s'adresse à cette problématique à la base, donc la cause racine, qui est celle de l'activité. Il est prévu en effet que cette feuille de route s'adresse en priorité à une augmentation de la connectivité et des capacités en siège adressables au Maroc et aux différents aéroports. Ça, c'est le maillage territorial qui est aussi un enjeu important. On cible les 8 millions de sièges en 2023. Oui, il va falloir aller les chercher. Et nous avons des possibilités. Après, il y a aussi des zones d'inquiétude, parce que quand on regarde typiquement le marché allemand, qui aujourd'hui n'est qu'à 38% de son taux de reprise, c'est un vrai questionnement. Il va falloir qu'on aille interroger les vrais sujets sur ce marché allemand par rapport à l'offre, par rapport à la compétitivité de l'offre. Je parle que d'Agadir, mais il faut aussi aller regarder un peu plus en profondeur les partenariats que nous avons, etc. Je sais que l'Office national marocain du tourisme a fait un travail auprès des opérateurs, des grands prescripteurs allemands. Il y a aussi de grands opérateurs marocains qui sont dans des partenariats très forts avec de grands opérateurs, distributeurs, voyagistes et hôteliers également en Allemagne. Ça, ce sont des sujets qui sont structurants pour une destination comme Agadir, qui va accueillir également des investissements importants. Il y a aujourd'hui 270 000 lits de capacité au Maroc. Il y a 25% de capacité nouvelle qui va être injectée dans un horizon de 3 à 5 ans. Ça veut dire que ce sont des capacités qu'il faudra remplir. Nous savons que la rentabilité d'une infrastructure d'hébergement n'est en break-even qu'à partir d'un taux de 60 à 65% de taux moyen d'occupation. Nous sommes à 48, un petit peu moins maintenant dans le cadre de la reprise, de taux d'occupation moyen national. Ça varie quand même entre les selon les saisons. Oui, mais moi je parle d'une moyenne nationale. Parce qu'en effet, dans une même destination, quelles sont les villes qui se démarquent, à part Marrakech Marrakech-Agadir couvre 110% de l'activité touristique nationale. Aujourd'hui, il va falloir travailler justement, d'où ce changement de paradigme qui figure dans la feuille de route, avec des nouveaux, j'ai envie de dire, clusters ou une nouvelle typologie de produits, où il va falloir travailler sur les produits des sports de glisse de manière particulière, les produits culturels de manière particulière, des produits gastronomiques de manière particulière, d'où la réflexion, c'est ça ? Oui, d'où la réflexion qui va qui a été menée pour pouvoir structurer l'offre d'une manière qui est plus adaptée à la nouvelle lecture du consommateur mondial. Mais le vrai défi, et ça, c'est un vrai sujet, on s'en est pas caché, ça va être le mode de gouvernance de cette feuille de route, puisque en effet, elle apparaît comme ça, comme une grosse machine pour pouvoir l'opérationnaliser. Il va falloir une implication importante des opérateurs experts qui connaissent un certain nombre de sujets. Les opérateurs du tourisme d'affaires vont devoir mouiller la chemise pour pouvoir travailler sur la stratégie à déployer pour attirer le maximum dans ce segment-là. Les opérateurs des sports nautiques ou des sports de glisse qui font du kite, qui font du surf, etc. vont devoir bien travailler parce qu'ils connaissent bien cet écosystème. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est d'impliquer ceux qui connaissent le mieux chacun des écosystèmes pour pouvoir adresser à ce même écosystème prescripteur l'offre la plus adaptée et la plus compétitive. C'est à ça que doit servir cette feuille de route et c'est dans cela que doivent s'inscrire l'ensemble des opérateurs et des parties prenantes pour être dans une démarche à la fois cohérente, mais aussi pérenne au niveau de l'ensemble des territoires. La feuille de route parle de ça, mais la feuille de route parle aussi d'autres sujets, notamment, et un sujet qui est extrêmement important, c'est celui de l'investissement en animation. Nous savons que c'est une grande faiblesse pour l'offre touristique marocaine, et on ne peut pas parler d'expérience touristique
que nous prônons comme un slogan, sans parler d'une animation digne de ce nom. Alors pour avoir de l'animation, il faut avoir du capital humain. Oui. Bon, je vais revenir à ce rapport de la Cour des comptes, il vient de paraître, n'est-ce pas, où il y a des recommandations par cette même Cour des comptes, et cela ne concerne encore une fois que le contrat programme 2020-2022. Il s'agit ici de ce que recommande la Cour des comptes, de mettre en place une stratégie pour assurer déjà la coordination entre les différents acteurs concernés, notamment avec la Confédération nationale du tourisme. Et il y a ce constat, la non-généralisation du cadre normatif pour la plupart des métiers du secteur. Wissal Gharbaoui, encore un autre problème structurel. Alors, le cadre normatif, c'est le cadre réglementaire. Il y a plusieurs textes qui ont été opérationnalisés et certains, on est en train d'avoir leur texte d'application. Mais ça, c'est une réponse, j'ai envie de dire que ça doit être le ministère de tutelle qui gère, qui est garant du cadre réglementaire, qui doit y répondre. Alors, nous, est-ce que vous avez poussé justement dans ce sens? Est-ce qu'il y a eu une coordination? Parce que c'est pour ça que j'ai commencé avec la recommandation, parce que justement, ils disent qu'il faudrait y avoir un peu plus de coordination, même si vous avez dit que vous êtes non seulement signataire, mais co-auteur de cette feuille de route. Oui. Mais il faut qu'il y ait plus de coordination. Et qui dit coordination dit aussi proposition. Et si on prend ou pas les propositions, selon peut-être la priorité. Peut-être que ce n'est pas prioritaire, ce volet très honnêtement, juridique, et de mettre en place quand même un cadre incitatif pour le capital humain. Parce qu'in fine, c'est cela. Alors, très honnêtement, le cadre réglementaire sur le produit, c'est pas un sujet. Il y a la loi 80.14 qui a été élaborée depuis des années. Alors, qu'est-ce qui est le sujet pour améliorer justement l'expérience client à travers ce capital humain mieux formé? Et on connaît cette réalité en tant que touristes déjà nationaux. Alors, le capital humain est un vrai sujet. Aujourd'hui, ça devient un enjeu majeur. D'abord parce que, on le sait, traditionnellement, l'industrie touristique n'est pas très attractive pour la jeunesse et n'est pas très rassurante sur le plan de la visibilité en termes de développement de carrière. Alors que le cadre juridique n'a rien à voir là-dedans. Enfin, si en moins on sait qu'on va avoir... C'est le code du travail, là, Khadija, c'est un autre sujet. Mais il y a le cadre juridique aussi, parce qu'on le voit même dans les hôtels, là, Wissal, on le voit, on prend que des stagiaires. Alors, c'est quand même... bon, on peut comprendre. On n'a pas non plus cette notion d'avoir, au Maroc, cette notion d'un saisonnier qui soit protégé. Alors, je vais vous dire mieux que ça. Non seulement c'est important d'aller interroger le cadre du travail, et dans ce cas, ce n'est pas tout le cadre juridique, parce que pour le coup, ce sujet-là relève du ministère de l'Emploi. Il ne relève pas directement du ministère du Travail. Donc voilà. D'où cette particularité de ce secteur, c'est sa grande transversalité. Donc c'est pas plus mal qu'il y ait une commission interministérielle. Maintenant, sur la question du capital humain, le capital humain est un enjeu clé. Le secteur a perdu beaucoup de talents. Il faut qu'il les récupère. Le secteur manque d'attractivité pour une jeunesse qui est en manque d'emploi. Il a démontré sa capacité à créer vite de l'emploi et de la valeur. Regardez les chiffres de cette feuille de route. Nous préconisons 200 000 emplois directs et indirects à horizon 2026. C'est quand même un chiffre important. Aujourd'hui, le secteur emploie 2,5 millions de manière directe et indirecte de Marocains sur à peu près 12,5 millions de travailleurs, aux alentours de 15%, pour une moyenne mondiale de 10% d'emplois dans le secteur du tourisme. Donc c'est un secteur clé pour la création d'emplois. Donc il faut le cadre juridique. On parle. Oui, alors justement, absolument. Il faut le cadre juridique qui va avec. Au Maroc, il faut revisiter le cadre du travail temporaire. L'industrie touristique est une industrie qui peut souvent être saisonnière. Le cadre réglementaire doit correspondre aux contraintes de cette saisonnalité. Ensuite, il y a le travail intérimaire. Ce cadre aussi doit être adapté. Ensuite, il y a le travail étudiants. Nous ne l'avons pas au Maroc. La formation par alternance, c'est-à-dire des étudiants qui se forment en même temps qu'ils étudient. C'est aussi un cadre qu'il faut poser. Donc tout cela interpelle un certain nombre d'acteurs de l'appareil exécutif qui vont devoir apporter des réponses adaptées à un Maroc qui a de l'ambition en 2023, qui a eu de l'ambition en 2030, puisque nous allons, Inch'Allah, accueillir la Coupe du Monde 2030. Donc il va falloir qu'on se mette à travailler très tôt pour pouvoir répondre à ce besoin. Nous sommes candidats, Wissal. Oui, c'est pas encore. Mais j'ai dit Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, justement, est-ce très fort. Alors, parce que vous parlez de Coupe du Monde, si on revient aux chiffres de celle du Qatar, donc celle que nous venons de suivre, en un mois, 3,5 millions de supporters
dans les stades. C'est le 3e meilleure affluence pour une Coupe du Monde derrière les États-Unis en 1994 ou le Brésil en 2014. La Coupe du Monde de France, pareil, beaucoup de chiffres. Est-ce qu'en un mois, en recevant ces 3,5 millions de supporters, dans 7 ans, Inch'Allah, quand on aura décroché la co-organisation de cette Coupe du Monde aux côtés de l'Espagne et du Portugal, c'est un défi qu'on pourra relever haut la main? Oui. Moi, je dis oui sans même cligner des yeux parce que d'abord, le Maroc a accueilli beaucoup de grands rendez-vous footballistiques mondiaux avec grand succès. Le Maroc aujourd'hui a un palmarès extrêmement important qui fait la fierté de tous les Marocains. Et le Maroc a déjà démontré sa capacité à se mettre en ordre de marche lorsqu'il s'agit de grands défis comme celui-là. Maintenant, il va falloir qu'on se prépare, pas seulement sur le plan de l'infrastructure, parce que c'est le premier gros pavé de cette candidature, mais aussi sur le plan humain. Parce que c'est cette expérience-là, le match dure 90 minutes, mais le reste du temps, les gens sont dans le pays, les gens bougent dans le pays, les gens consomment dans le pays, les gens parlent avec les Marocains. C'est ça qu'il faut préparer et ça passera nécessairement par un capital humain qualifié, par un pays et des opérateurs et des infrastructures touristiques prêtes à accueillir et par beaucoup d'infrastructures d'animation qui vont venir compléter magnifiquement cette belle expérience, Inch'Allah. J'espère seulement qu'on va nous mettre à vivre tout cela avant l'arrivée de cette date fatidique de 2030. Alors, on n'a pas oublié le transport touristique, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, parce que vous avez parlé de dialogue, est-ce que vous avez une vision pour le secteur, une vision d'avenir pour le secteur, qui ferait l'objet, dans un avenir peut-être proche, je vous le souhaite en tout cas, d'un dialogue avec les autorités compétentes? Si oui, c'est laquelle? Tout d'abord, je vais revenir à la Coupe du Monde 2030, la candidature. Pour l'instant, moi, je ne suis pas aussi optimiste que ma collègue Wissal, parce que notre... Pour décrocher Non, pour le décrocher, j'ai pas de doute. Pour décrocher, j'ai pas de doute. L'organisation, oui. J'ai pas de doute, mais c'est pour assurer le transport de toutes ces personnes. On n'a pas de métro ici. On doit beaucoup se baser sur le transport touristique pour offrir un service de qualité, pour offrir un service personnalisé, pour s'occuper des personnalités de tout le monde. Donc là, c'est une opportunité pour nous pour faire découvrir notre pays, comme a dit Wissal, mais il faut qu'on soit pragmatique. Ça ne peut pas venir tout seul. La flotte, pour l'instant, on est à du 40% de la reprise, donc il faut vraiment une vision et un suivi concret. Et il faut redonner confiance à ces investisseurs qui sont... le transporteur touristique, il est en train de changer maintenant. C'est des jeunes transporteurs qui sont diplômés, qui ont choisi ce travail ou cette profession par conviction, qui sont plus axés sur la qualité de service. En général, c'est des gens qui ont une double nationalité. Donc, on a beaucoup un spectre d'investisseurs qui est très large dans ce secteur, mais qu'on est en train de perdre parce qu'on n'a pas cette garantie du lendemain. Mais qui doit vous donner cette garantie? Enfin, je veux dire, il n'y a pas un entrepreneur qui a vraiment une garantie pour demain. Oui. Si Allah il y a une autre crise, on ne sait même pas si le secteur va enregistrer les 17,5 millions. Nous ne souhaitons pas mais les 17,5 millions pour 2026 de touristes, s'il y a une autre pandémie ou une autre crise mondiale, que sais-je. Il y a eu le volcan. Quand on s'était arrêté avec le tourisme, s'était arrêté complètement. Avec absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème du transport touristique, c'est que on a notre source de clientèle, c'est à 90% une source étrangère de touristes. Malheureusement, j'attends encore qu'il y ait un développement et une réponse qui est réelle pour le tourisme local, marocain. Il faut faire connaître le transport touristique à tous les touristes locaux. Avoir une réponse, comme on a dit tout à l'heure. Quand vous dites pour le touriste local, c'est-à-dire pour le tourisme national, une offre qui est adaptée au tourisme local, qui est adaptée aux revenus du touriste local. Vous faites compétition au transport classique. Enfin, c'est quoi la différence pour le coup? Non, la différence, c'est la qualité. Si je vous offre un restaurant à 300 dirhams ou un restaurant à 100 dirhams, vous avez le choix.
C'est vous qui choisissez. Non, mais il y a un problème aussi de réglementation pour pouvoir transporter des voyageurs en mode de touriste dans des bus touristiques. C'est un sujet. Il faut aussi qu'on le sache. Ça nécessite des autorisations très particulières. Justement parce que les nationaux sont supposés emprunter le transport traditionnel qu'on connaît en autocar agrémenté à cet effet, les lignes nationales. Je vais donner plus de précision. Le problème, c'est que nous, pour prendre un touriste local, on ne peut pas prendre d'un point A à un point B, donc d'une ville à une autre, sauf si on le prend dans un but touristique. Et il faut remplir tout un document qu'il faut prévenir le ministère du Transport la veille avec les identités et tout ça. Donc tout ça, ce sont des procédures assez lourdes. C'est pour ça que vous dites que c'est un segment qu'il faudra peut-être penser à développer. Même pas développer, ouvrir mais déjà, un peu plus de portes. Oui, et à prémunir quand même d'un cadre un peu plus souple afin tout à fait. Voilà, parce que maintenant, les discussions que nous avons avec le ministère du Transport, on est encore en train de fermer ce cadre, alors qu'on sait très bien qu'il y a d'autres secteurs qui transportent les touristes. Donc eux, ils travaillent avec les locaux, avec les internationaux, alors que nous, on est plus fermé dans ce point de vue. Il y a aussi le poids de l'informel dans ce sujet. Et il y a le poids de l'informel, c'est à ça que je voulais venir. Il y a le poids de l'informel et ça fait partie des défis, à mon avis, aussi pour cette feuille de route, parce que c'est bien qu'on ait plein de milliards, c'est bien qu'on ait plein d'ambitions, c'est super, mais on a 3 grands sujets qui sont absolument essentiels dans cette feuille de route. Un, c'est sa mise en route. C'est son déploiement, sa mise en œuvre. Il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz. Il faut qu'on ait une manière, un mode de gouvernance ou une approche de gouvernance de cette feuille de route qui soit d'une efficacité quasi militaire. Bon, il y a plusieurs commissions qui ont été créées dans ce sens, enfin, qui vont être créées dans ce sens. Oui, on laisse juste finir peut-être sur l'informel, oui. Donc je voulais revenir à l'informel. Quand on voit maintenant avec la neige et tout ça, donc tout ce qui est... on a beaucoup de transporteurs qui n'ont rien à voir avec le transport touristique, mais qui transportent les personnes vers le Keimden, vers Michlifen, et tout ça c'est ponctuel. Mais elle est où ce contrôle? On attend toujours le contrôle. Les contrôles se font d'une façon ponctuelle. Aléatoire. Mais il faut que nous, on donne l'indication au ministère pour qu'il y ait un contrôle. Mais ça peut Donc pas en être fait, comme pour ça. vous, dans cette vision que vous venez de partager, si j'ai bien compris, le tourisme national figure en tête des priorités de la Pour nous, Fédération. c'est très important le tourisme national. Tout à fait. Très, très important parce qu'on ne peut plus rester... à chaque fois, on a peur qu'il y ait un événement qui arrive, climatique ou sanitaire ou autre, et qu'on soit à l'arrêt complètement. Alors, tout le monde c'est le bon vieux. Oui, voilà. C'est la valeur sûre du bon vieux touriste national qui est toujours là. Mais il ne faut pas que ça soit la route secours. Justement. Oui, alors justement, parlant de route secours, Wissal Gharbaoui, ce touriste national, on en a parlé depuis quelques années sur ce même plateau. Il y a des choses qui ont changé pour l'offre pour le tourisme national. En tout cas, les choses sont clairement identifiées. Ce qu'il faut faire est clairement identifié, rédigé, acté, validé en termes de qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire que ce marché national occupe 50% du total des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement versus 34-35% aujourd'hui. Donc on a quelques points à gagner. Il va falloir qu'on travaille pour ça. 2 choses importantes, et ça figure aussi dans cette feuille de route. D'abord, il va falloir acter les 3 sujets dont on parle depuis toujours. C'est très clair. Le premier, c'est le calendrier des vacances scolaires au cours de l'année pour pouvoir lisser la saisonnalité. Et là, c'est le ministère de l'Éducation. C'est vraiment une transversalité quand même inouïe. Exact. Oui. Ensuite, il y a la question des chèques vacances ou des tickets vacances, on les appelle comme on veut, ou des chèques voyage, on les appelle comme on veut. En tout cas, c'est un mode d'épargne vacances pour lesquels il va falloir poser un texte. Il va falloir défiscaliser cette épargne vacances pour pouvoir faire contribuer les employeurs à moindre coût et faire contribuer également les épargnants. C'est un marché dans plein de pays, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas chez nous. Il faut juste qu'on aille faire cet exercice. Ensuite, il y a l'offre, et ça figure également dans la feuille de route si on regarde dans le détail, il y a l'adaptation d'une offre d'hébergement familial adaptée aux besoins et au profil de la clientèle marocaine qui voyage toujours quasiment en famille et dans des destinations et dans des
types de produits qui sont bien identifiés. Il y en a 2. Il y a le bord de mer, il y a la nature et découverte. Le tourisme marocain national n'est pas très urbain. Il est davantage dans ce type de propositions. Donc ça figure dans la feuille de route telle que nous l'avons déclinée, qui est aujourd'hui un cadre qui va permettre à l'ensemble des écosystèmes de converger vers une vision commune pour pouvoir évoluer et faire évoluer ce secteur et puis passer ce cap important. Alors, cette feuille de route, pour qu'on se dise les choses, elle ne réglera pas tout. Évidemment qu'il va continuer à y avoir des problématiques importantes sur la question de la dette, des problématiques importantes sur la question de l'informel, des problématiques importantes sur la question de l'offre en animation et de l'implication des communes et des autorités locales dans la dynamisation de cette offre en animation. Il va falloir investir dans l'animation. Dans tous les pays, ça je crois que je l'ai déjà dit à plein d'occasions, dans tous les pays, les grandes offres d'animation structurelle, ce n'est pas les opérateurs privés qui investissent seuls dedans. Ce sont les villes qui mettent de l'argent. Donc, vous prenez Bilbao, le musée de Guggenheim, c'est une success story bien connue. Ce n'est pas un privé qui est venu et qui a décidé de faire ce musée-là. C'est le maire, parce qu'il avait perdu le positionnement industriel de sa ville. Il a fallu qu'il trouve quelque chose, il a trouvé. Aujourd'hui, il faut aussi que l'on mette à contribution les budgets locaux, régionaux, pour pouvoir créer cette dynamique d'investissement dans les produits d'animation, mais pas que. Il y a aussi les produits d'hébergement alternatifs. Le monde cherche aujourd'hui à voyager de manière sécurisée, de manière qualitative, de manière responsable, durable, de manière insolite. Il va falloir qu'on s'adapte et qu'on adapte notre offre dans ce contexte-là. C'est tout le bien que l'on se souhaite. Quel apport justement des régions? On parle de 12 commissions de suivi. Alors vraiment, je vais vous faire réagir sur cette nouvelle gouvernance made by justement cette feuille de route. On parle d'une commission nationale interministérielle. On parle de 2 commissions nationales, une pour l'aérien et l'autre pour le produit, donc offre-demande, ce que vous venez de développer. 12 commissions régionales, plus une structure d'animation centrale et des structures d'animation régionales. Plus enfin des laboratoires d'impulsion institutionnalisant le dialogue entre le public et le privé constitué chacun d'une équipe multidisciplinaire. Ça en fait des commissions, Wissal Gharbaoui? Oui, ça en fait des commissions, ça fait autant de cerveaux dans une intelligence collective qui vont devoir s'exprimer à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle régionale. D'ailleurs, la question c'est un défi, c'est un très sérieux défi d'efficacité de ce mode de gouvernance. Je suis assez d'accord avec une lecture prudente de ce mode de gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on a une fenêtre de tir qui est relativement serrée, 4 ans. On s'est fixé un échéancier à 2026. Après, on a de grandes ambitions. Il faut qu'on ait une approche extrêmement efficace pour pouvoir justement opérationnaliser très vite cette feuille de route. Beaucoup de matières existent déjà. Ce n'est pas que le déblocage du budget. Non, ce n'est pas que le déblocage du budget. C'est important de rappeler cela. Hein. Non, c'est pas. Oui, on entend qu'il y aura quand même 1 milliard de dirhams. Mais il va falloir les déployer, c'est-à-dire l'emploi de ces budgets-là au bon moment et dans les bons sujets, en ayant aussi en tête de pouvoir identifier les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer notre succès ou pas. Et donc, moi, la régionalisation, très bien, parce qu'on l'a demandé, justement. Pourquoi ? Parce que 70% de toute la dynamique touristique concentrée sur 2 pôles, c'est un peu difficile à long terme. Aujourd'hui, il va falloir mettre à contribution les régions, il va falloir mettre à contribution les conseils régionaux du tourisme. Nous exprimons aussi quelques interrogations sur certaines régions qui n'ont toujours pas de conseils régionaux du tourisme qui sont dynamiques. Je prends la région de Rabat-Salé-Kenitra, 6 mois sans président de CRT, il va falloir que... Mais du coup, le CRT, il travaille même sans président ou pas ? Non. Non. Il faut mais non, ce sont des associations professionnelles. Donc, il faut une dynamique et une équipe de travail permanente. Il faut des moyens, pareil, il faut des moyens. C'est un cadre d'ailleurs juridique des CRT qui existe depuis la création des CRT. Fès aussi est une ville qui a besoin d'un CRT dynamique, qui fonctionne et qui a des moyens. Il y a quelques CRT il a un président, ce CRT. C'est juste qu'il ne fonctionne pas. Oui, c'est pour ça que je dis il y a un vrai sujet. Ouais. Pour pouvoir opérationnaliser cette feuille de route, nous avons besoin d'avoir des structures avec des interlocuteurs qui sont prêts à mouiller la chemise, à y aller et à déployer cette feuille de route avec la compréhension
qui a été faite et dans l'esprit dans lequel elle a été construite, pour que l'on puisse être d'abord dans une approche de régionalisation, puisque c'est l'orientation globale de la politique générale de notre pays, c'est de donner davantage d'autonomie aux régions dans la chose économique et dans la chose sociale, dans le cadre d'une vision globale. Mais aussi les sujets, vous avez parlé du sujet de l'aérien et du sujet du produit, parce que ce sont des sujets transverses, ce sont des sujets extrêmement structurants, et ce sont pratiquement des prérequis pour pouvoir faire tout le reste. Donc c'est normal qu'il y ait une commission spécifique à cela. Et la commission interministérielle, on l'a vu tout au long de cette conversation qu'on a depuis tout à l'heure, c'est la transversalité de ce secteur-là qui impose qu'il y ait une commission interministérielle. Nous nous réjouissons qu'elle soit présidée par le chef du gouvernement. Mais la commission interministérielle, elle est chapeautée par le chef du gouvernement, donc, et de facto, il y a le département. Oui, mais il faut une commission opérationnelle qui fait le travail dans son volet très technique. Et ça, ce n'est pas au niveau ministériel. Le ministériel, il est décisionnaire. Le volet technique qui va devoir structurer l'ensemble des orientations et les ramener à une phase de décision, il va falloir avoir des commissions qui vont travailler là-dessus au quotidien. D'accord. Pour Samuel Ghazi, donc la gouvernance, c'est une condition sine qua non pour la réussite du secteur. Aujourd'hui, la gouvernance est un slogan qu'on ressort à tellement d'occasions et pour tellement de secteurs. Quand on parle de gouvernance, on parle aussi de rendre des comptes. Quand il y a des choses qui sont décidées, il faut que ça soit chapeauté par une commission et de suivi interministériel ou autre, mais il faut rendre des comptes à quelqu'un. Parce qu'il y a eu beaucoup de décisions qui étaient noir sur blanc, qui n'ont pas été appliquées. Donc moi, je reviens toujours à ça. J'ai toujours peur de l'application de cette feuille de route. J'ai beaucoup d'espoir. Nous, en tant que transporteurs touristiques, on a beaucoup d'espoir quand on a vu la feuille de route. On aimerait bien que ça aboutisse, que cette régionalisation, elle aille plus loin, parce que quand on arrive, nous, on transporte les touristes dans l'arrière-pays, on trouve des endroits qui sont plus ou moins abandonnés. C'est un peu triste. Ces gens qui sont livrés à eux-mêmes, alors que le potentiel, il est énorme, parce que les touristes, ils sont demandeurs. Donc peut-être que cette régionalisation va aider à faire développer ce côté-là du tourisme. Un dernier mot. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle vision pour le tourisme Wissal Gherbaoui et on connaît que le flop de certains de ses prédécesseurs de vision 2010, 2020. C'est pas tout à fait une vision. C'est comme son nom l'indique, c'est une feuille de route. C'est pour moi un document. On n'est pas à un détail sémantique près. Non, c'est important. C'est un cadre d'opérationnalisation d'une vision stratégique. C'est important qu'on fasse le distinguo. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, la vision stratégique qui avait été signée et validée devant Sa Majesté, il y en a eu 2, 2010 et 2020, donne le cap global de l'ambition globale de l'industrie touristique marocaine, à quel niveau elle doit être placée. Ensuite, du chemin a été parcouru avec plus ou moins de succès. Nous n'avons pas tout réalisé, nous avons réalisé plein de choses. Nous avons atteint un certain nombre d'objectifs en ne passant pas par le même chemin qui avait été défini. Aujourd'hui, personne dans l'imaginaire collectif n'avait pensé un jour que l'industrie et le monde allaient s'arrêter de vivre pendant 2 ans. Ça a été le cas. Il fallait que l'on reste dans une vision globale qui est celle que nous avions déjà. Mais il fallait qu'on arrive aussi avec une feuille de route qui puisse tenir compte de la conjoncture par laquelle le monde est passé et par laquelle l'industrie touristique marocaine est passée, qui tienne compte aussi d'une conjoncture actuelle, on a tendance à l'oublier, mais nous sommes dans un climat, dans une économie inflationniste de manière extrêmement inquiétante. Moi j'entendais certains pays, vous savez que l'Égypte c'est 25% son taux d'inflation, déclaré, 35% dans la vraie vie. Aujourd'hui c'est une inflation, on ne connaît pas encore sa limite, 2023 risque d'être extrêmement sévère. La France, on en parle aussi, c'est notre premier marché aujourd'hui, est en train de passer par des moments extrêmement tendus pour des raisons internes et politiques. L'Allemagne tarde à repartir. La Chine n'a pas l'air d'être pressée de se réouvrir vers le monde, en tout cas sur le plan touristique. Donc aujourd'hui, ce sont un certain nombre d'éléments importants, des signaux qu'il va falloir considérer dans notre manière de nous déployer, d'où une feuille de route qu'il va falloir opérationnaliser de manière efficace, mais
avec l'agilité suffisante pour pouvoir tenir compte de ces aléas et de ces facteurs qui Mais peuvent qui restent dans venir nous l'esprit de perturber. cette vision. Mais qui restent dans l'esprit de cette vision globale Initiale. où le Maroc mérite d'être dans le top 20, voire le top 10 des destinations mondiales. Nous en avons tous les ingrédients. Il va falloir qu'on se mette à travailler selon toutes les étapes que nous avons définies, en mettant tous les moyens, et aujourd'hui nous nous réjouissons des moyens qui ont été déployés. Il faut qu'on y aille et il faut qu'on reste vigilant mais courageux. Merci beaucoup, Messal Gharbaoui. Merci d'avoir répondu Merci à à nos vous. questions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme et nous avions aussi avec nous le secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique marocain, Samer Kizi. Merci à vous également. Je vous en prie. Et merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée à tous.